Donc moi je vais vous parler en fait de Quel Bon Goût. Donc c'est une entreprise qu'on a créée à deux. En fait c'est une entreprise solidaire qui est basée dans le 20e arrondissement à Paris. Et en fait elle a un peu pour spécificité, en fait on a développé deux grands piliers sociaux dans cette entreprise. Alors la première c'était le soutien à des petits producteurs locaux. En fait, on est parti du constat que, voilà, après-guerre, en Europe, on est rentré dans une agriculture productiviste qui a développé en fait ce qu'on appelle l'agroalimentaire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a développé des nouvelles technologies qui ont permis de produire beaucoup plus qu'avant. Mais malheureusement, ces technologies nous ont, je dirais, emmenés vers une dégradation de notre terre, de l'environnement, de la planète, parce que elles n'étaient pas faites comme on peut le voir aujourd'hui. Avec la biodynamie ou la permaculture, c'est-à-dire dans le respect de cette terre. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une utilisation des techniques qui a fini par appauvrir en fait la terre, notamment à travers les pesticides, qui est l'exemple le plus important, puisque c'est vrai que les pesticides rentrent beaucoup en compte dans la pollution de l'eau, la pollution des sols, et après la pollution tout simplement de nos aliments, de ce qu'on ingère. Donc en fait, on est rentré dans une agriculture industrielle qui aujourd'hui est remise en question par beaucoup d'entre nous parce qu'on se rend compte que on ingère aujourd'hui des choses qui sont toxiques pour notre santé à travers ce mode de production. Donc en fait, d'après moi, il a répondu à un besoin à un moment donné qui était de produire plus, mais aujourd'hui, on est en train de se confronter à des vraies limites de cette production industrielle. Et une de ces limites, notamment, c'est le problème de la transparence, c'est-à-dire qu'on ne sait plus en fait ce qu'on mange. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas d'où ça vient. Ça fait parfois 10 fois le tour de la planète avant de nous parvenir. On le voit par exemple avec la viande qui a des abattoirs. Enfin, on va avoir une viande qui a été élevée en Pologne, abattue en Allemagne, emballée en France et revendue en Angleterre. Donc on ne sait plus en fait d'où vient notre alimentation. Et nous, on est parti de ce constat-là pour se dire comment est-ce qu'on fait pour créer une entreprise où les gens savent exactement à qui ils achètent leurs produits, où ils sont produits, voilà, de A à Z. Et du coup, on travaille aujourd'hui avec une quarantaine de producteurs qui sont tous en Picardie. Donc c'est que des produits locaux. Et ce qu'on a souhaité, en fait, nous, c'était soutenir et encourager ces petits producteurs locaux qui sont en voie de disparition aujourd'hui, en France, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, à cause justement de cette agriculture où, en fait, il faut avoir des terres toujours plus grandes, où il va y avoir quelques gros acteurs du monde agricole qui vont s'enrichir, qui deviennent, en fait, un peu vraiment des industriels, et en fait qui ne font que racheter en fait les terres autour d'eux. Donc ils agrandissent de plus en plus leur culture, mais du coup il y a une raréfication vraiment des terres disponibles pour les petits agriculteurs qui eux veulent travailler correctement. Et du coup l'enjeu pour nous c'était donc chaque année en fait il y a des centaines de petits producteurs qui disparaissent. Et ça, c'est vraiment assez dramatique parce que ce sont des gens qui travaillent bien à l'origine. C'est-à-dire qu'ils ont un vrai goût pour la qualité de ce qu'ils produisent. Ce sont des artisans. Donc voilà, ils font par exemple de l'élevage en plein air, donc ils ont du respect pour leurs animaux notamment. Ils essayent de faire en sorte qu'ils soient bien nourris, d'utiliser un minimum d'antibiotiques, voire pas du tout pour certains. Et voilà. Et en fait, on assiste à une disparition de ces producteurs-là en France. Et dans quelques années, on risque d'avoir un appauvrissement, je dirais, de la diversité des modes d'agriculture possibles. On va aller vers un truc de plus en plus intensif qui rogne en fait les terres agricoles. Du coup, voilà, pour nous, l'enjeu, c'est ce qu'on a constaté, c'est que les producteurs aujourd'hui, comme tu le disais, sont de plus en plus pris à la gorge par notamment les intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs. Notamment, donc vous allez avoir des fois des coopératives d'agriculteurs, mais qui sont devenus eux-mêmes soumis en fait à la grande distribution, donc qui vont finalement ne plus servir vraiment les intérêts de ces producteurs-là, et avoir donc évidemment vous avez des grossistes, vous avez des centrales d'achat et vous avez la grande distribution, donc les Carrefour, Monop et compagnie. Bon, ces gens-là, on le sait avec la crise agricole qui est en cours, ont contribué vraiment à l'écrasement et la disparition de ces petits producteurs-là, parce qu'ils font des marges énormes, parce qu'ils s'enrichissent, ce sont des entreprises capitalistes, hein, on va dire le mot, et ils n'ont pas pour objectif en fait de nous vendre particulièrement des produits de qualité ou de soutenir des gens qui travaillent bien, mais ils essayent de réduire sans arrêt la marge qui est attribuée aux producteurs. Donc aujourd'hui, on l'a vu par exemple pour le lait, que quand on achète 1,10€ son litre de lait, en fait, il y a peut-être 15 centimes qui arrivent au producteur. Donc c'est vraiment que dalle, en fait. Et du coup, nous, le principe, aujourd'hui, c'est ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait 80% du prix de vente qui reviennent aux producteurs. Donc nous, en fait, on achète en direct des producteurs et on fait une marge de 20 à 23%.
et on revend nos produits derrière. Voilà. Et on tenait à être le seul intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs. Donc ce que ça permet, c'est que, pour vous donner un exemple, nous on envoie un mail chaque semaine où on va faire un focus sur un producteur en particulier, où on va en fait l'interviewer et lui demander de décrire ses pratiques. Donc il y aura une photo, une interview, et il va expliquer, bah voilà, moi je les nourris avec tel type de produits qui viennent de tel endroit, je suis situé à tel endroit en Picardie, je travaille comme ci, comme ça, voilà ce qui est différent par exemple avec une production industrielle, etc. Et sur notre liste de produits, en fait, c'est le nom du producteur qui apparaît. C'est-à-dire que nous, finalement, on est un petit peu un intermédiaire qui se veut le plus invisible possible. C'est-à-dire qu'on est là pour faire le relais, mais en réalité, les gens, quand ils achètent, ils vont dire, bah voilà, moi j'achète à la ferme des Jardins de Sassy, j'achète à la ferme Compère, j'achète à la ferme... Voilà. Donc en fait, ils choisissent leurs produits en fonction vraiment de la ferme, et ils peuvent, du coup, s'ils le souhaitent après, faire des recherches sur Internet, même sur cette ferme-là, ou nous poser des questions, parce que nous, on travaille en direct avec eux. Mais pour nous, l'enjeu, c'était de rétablir un lien de confiance entre les urbains comme nous, et les producteurs avec qui on a perdu en fait ce lien qui est lié à évidemment l'urbanisation, où finalement on a été beaucoup à quitter les campagnes, rejoindre les villes, et aujourd'hui, même si nos parents ou nos grands-parents étaient agriculteurs, bah nous on n'y connaît plus rien, on est super loin en fait de ces gens-là, on sait plus comment ils travaillent, et du coup on est perdu. Et c'est vrai que les crises alimentaires qui ont lieu récemment, donc la vache folle, la grippe aviaire, la viande de cheval, bon, tout ça c'est dramatique parce que ça révèle à quel point on n'a plus d'emprise en fait sur notre propre alimentation, et ça devient, ça devient très angoissant pour tout le monde, je crois. Et du coup l'enjeu aujourd'hui, pour moi, c'est de raccourcir les circuits. C'est-à-dire de revenir à j'achète à mon producteur. Ce que font plein de gens à la campagne aujourd'hui, hein, ils vont sur les marchés, ils achètent à leur producteur. Nous, pourquoi on s'est mis au milieu? Parce que vous allez me dire, finalement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une... en fait, nous, on est parti du constat. Moi, je suis une urbaine de naissance. Depuis, j'ai toujours vécu à Paris. Et du coup, le constat, nous, qu'on a fait, c'est que sur les marchés parisiens, c'est très difficile de pouvoir rentrer en contact directement avec des producteurs. Pourquoi? Tout simplement parce que Paris, c'est une ville très étendue. Les producteurs sont ont des difficultés d'accès réel à la région parisienne parce que le transport, les embouteillages, les places de marché, c'est cher. Il faut quand même les payer, surtout sur Paris. La ville, souvent, ça leur fait peur. Enfin, faut être clair, il y a beaucoup de producteurs. Nous, on essaie de les motiver à venir nous voir sur Paris pour présenter leurs produits à la boutique et tout. Mais enfin, la grande ville, ça les fait pas toujours rêver. Donc voilà. Donc nous, en fait, ce qu'on fait à Quel Bon Goût, c'est qu'on se charge de toute la partie logistique. Donc en fait, on fait le transport, c'est-à-dire qu'on va chercher les produits en Picardie, on prépare les commandes, donc on les pèse en unités d'1 kilo, tous les fruits et légumes, et on prépare les commandes des gens. On fait la distribution des produits, donc les gens viennent retirer leurs commandes. En fait, l'idée, c'est que vous commandez quelques jours à l'avance en ligne, et après, vous venez récupérer votre commande. Donc tout ce qui a été produit, c'est déjà vendu, en fait. Ça a déjà été acheté par vous à l'avance. Donc après, vous venez récupérer votre panier, et on se charge donc, nous, de la distribution des paniers et de la communication. Parce qu'il y a beaucoup de producteurs, notamment quand ils sont petits, qui n'ont pas les outils de communication, marketing qu'on peut trouver aujourd'hui avec des... Par exemple, les supermarchés communiquent très bien, ils font beaucoup de greenwashing, etc. Mais un petit producteur, il ne sait pas toujours comment mettre en avant ce qui fait la spécificité de sa pratique et pourquoi elle est bonne pour la santé, pour l'environnement, pour les bêtes, etc. Donc nous, on essaye aussi de faire ce relais de communication pour valoriser ces gens-là, mettre en avant pourquoi ils sont différents et pourquoi c'est important pour nous de les soutenir et de les maintenir en fait en vie dans leur exploitation économique. Et voilà. Et donc du coup, l'idée pour nous, c'était d'alléger en fait la charge de travail du producteur en lui permettant d'accéder à ce débouché en ville, donc sur Paris, mais en prenant en charge une partie des difficultés qui font qu'aujourd'hui certains n'accèdent plus en fait aux débouchés parisiens. D'autant plus que les campagnes se vidant, il y a pas mal de producteurs qui disparaissent aussi, tout simplement parce que leur clientèle a diminué en campagne. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont en ville, mais leur clientèle à eux habituelle sur les marchés, malheureusement, elle disparaît. Et pour nous, l'enjeu, c'était aussi justement de maintenir de l'emploi dans ces régions rurales, parce que en fait, évidemment, comme vous le savez, les petites entreprises, c'est celles qui créent le plus d'emplois aujourd'hui. On essaie toujours les gouvernements nous disent toujours qu'il faut quand même faire attention aux grosses entreprises, sinon elles vont partir, etc. Sauf que la réalité, c'est que c'est quand même les PME qui créent le plus d'emplois. Et notamment les petits producteurs, par rapport à une grande exploitation agroalimentaire, eux vont employer beaucoup plus de gens finalement et créer beaucoup plus d'emplois sur des terres beaucoup plus petites.
Et du coup, l'enjeu aussi de soutenir cette agriculture, c'est de soutenir des régions rurales et leur permettre de continuer à vivre, à se développer, etc. Donc de recréer un équilibre ville-campagne qui soit plus équilibré, tout simplement. Et je vais vous parler maintenant, et puis Aude, tu me fais signe dès que tu vois que c'est trop long. Je vais vous parler le deuxième aspect de Quel bon goût qui nous tenait à cœur, c'était l'aspect social. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les produits fermiers et les produits bio, ça devenait un peu des produits d'élite, entre guillemets, au sens où, parce que c'est du bio, on va nous vendre ça très cher. Souvent, c'est pas parce que le coût de production est forcément plus cher, mais c'est parce que derrière, il va y avoir toujours des intermédiaires qui considèrent qu'à un moment donné, vendre des produits bio, on le voit en supermarché, où ils vont acheter au même prix aux producteurs bio ou aux producteurs en conventionnel, mais le produit bio, ils vont le vendre le double. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils voient qu'il y a un intérêt des consommateurs, qu'il y a une valeur ajoutée, et sauf que cet argent-là, il ne reflète pas forcément le coût de production du produit. Parce qu'on peut être très performant en produisant en bio. Voilà. Donc du coup, pour nous, l'enjeu, c'était justement, en supprimant encore une fois ces intermédiaires-là, et en faisant une marge faible, puisqu'on fait une marge de 23%, donc qui est relativement faible, c'était de proposer des prix accessibles aux gens du quartier. Nous, on est dans le 20e arrondissement, où il y a un peu tous les milieux sociaux, tous les revenus, et pour nous, l'objectif, c'était que tout le monde puisse venir s'approvisionner chez nous, et pas seulement les gens qui ont les moyens, en fait, de se permettre des produits très chers, parce que dans Paris, il y a pas mal d'épiceries comme ça, où finalement, oui, on va pouvoir s'approvisionner en produits fermiers, bio, etc. Sauf que c'est juste hors de prix, quoi. Donc, et même des enseignes, par exemple, comme Naturalia, ça reste quand même pour certains produits extrêmement cher. Et en fait, pour nous, ce prix-là, il se justifie pas, à part par le fait que certains en profitent entre les deux. Voilà. Donc du coup, pour nous, le défi, c'était un peu ça aussi, c'était de permettre d'avoir des produits vraiment accessibles. Et on a développé pour ça un partenariat notamment avec un centre social dans le quartier, où en fait on a demandé une subvention à la région pour nous permettre d'aider les personnes particulièrement en situation de précarité, même si c'est un moment temporaire dans leur vie où pendant quelques mois elles vont être en difficulté. En fait, ce qu'on leur propose, c'est de venir faire leurs courses chez nous comme n'importe qui, mais ils ont une petite carte de réduction qui leur permet d'avoir 50% sur leur panier à la fin. Donc ça, alors évidemment là on a demandé l'aide de l'État parce que nous il faut quand même on est quand même une entreprise, donc on a un modèle économique qui doit être viable. Voilà, on touche déjà beaucoup de gens avec des revenus très variés, mais on voulait encore aller un petit peu plus loin en faisant ce partenariat avec le centre social pour que des gens, pour qui même nos prix à nous qui sont déjà vraiment très faibles, c'était encore trop difficile pour eux. Et du coup, là c'est je dirais le relais le public, quoi. Hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça va être des subventions de nos impôts pour soutenir de manière temporaire des gens qui à un moment donné auraient besoin d'aide pour pouvoir accéder à ces produits. Mais pour nous, l'enjeu, voilà, c'était de se dire, c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on doit bouffer de la merde et s'empoisonner pour des raisons financières. Parce que finalement, l'alimentation, c'est quand même la base de la vie. Et s'il y a bien quelque chose dans lequel il faut essayer d'investir et de soutenir les gens en difficulté, ça va être comment bien se nourrir. Et du coup, donner des bons alimentaires pour aller à Lidl, bon, c'est mieux que rien, mais voilà, c'est pas non plus forcément une solution, moi je trouve. Surtout si c'est financé par l'État, quitte à financer l'achat de bons alimentaires, moi je trouve qu'il vaut mieux aller vers des AMAP ou des circuits comme le nôtre, où les gens puissent se nourrir correctement avec cette aide-là, voilà, que d'aller vers une alimentation industrielle. Est-ce que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire ? En gros, juste pour résumer, du coup, nous, voilà, l'enjeu, c'était quand même d'être viable économiquement. C'est-à-dire que on est dans un domaine quand même privé. Enfin, c'est l'achat-revente de produits, c'est quand même du commerce. Donc, on n'est pas dans on n'est pas une association. C'est-à-dire que l'idée pour nous, c'était que on arrive quand même à créer un modèle économique qui soit stable, qui ne dépende pas forcément de subventions extérieures de l'État, mais qui permettent réellement en fait de soutenir ces producteurs-là et de rendre accessibles ces produits aux gens de notre quartier. Après, c'est l'intérêt le mouvement dans lequel on s'inscrit, c'est ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'il y en a parmi vous qui en ont certainement entendu parler. Tous les mouvements des coopératives, des SCOP, etc. rentrent aussi dans ce mouvement-là. Il y a aussi beaucoup d'associations. Pour nous, l'enjeu, c'était de reconquérir des secteurs économiques de marché, donc par exemple l'alimentation, pour y insuffler des valeurs humaines et sociales. C'est-à-dire d'arrêter en fait, de laisser ces questions-là à des gens qui ne s'intéressent qu'au profit.
Et je pense que là, il y a un vrai enjeu citoyen de se dire, aujourd'hui, on ne peut pas laisser ces secteurs-là, mais ça marche aussi pour les vêtements, ça marche aussi pour les téléphones. Quand on sait aujourd'hui que les puces dans les téléphones portables sont le fruit d'exploitation de gens dans certains pays africains, etc., où ça dégrade l'environnement, leurs conditions de vie et tout. Je pense il faut se poser des questions sur ce qu'on consomme au quotidien, et il y a l'alimentation, mais comme tu disais, il y a plein d'autres produits qui posent problème. Et je pense qu'il y a un moment, c'est important que nous, en tant que citoyens, non seulement on utilise notre argent correctement, c'est-à-dire qu'on se dise qu'on a un vrai pouvoir en tant que citoyen, c'est con, hein, mais c'est qu'on dépense de l'argent, et cet argent-là, on peut décider où il va. On peut décider si on enrichit un tel ou si on va soutenir telle ou telle initiative. Et souvent, on a l'impression que la politique, ça passe que par le vote, mais en réalité, commencer par se demander qui on sert quand on dépense notre argent, c'est déjà, moi je trouve que c'est déjà énorme. Et je pense que c'est important aussi que des initiatives se montent, notamment les circuits courts aujourd'hui. C'est quelque chose qui se développe énormément avec les AMAP, et il y a plein d'initiatives qui se font comme les nôtres partout en France. Et c'est un vrai contre-pouvoir par rapport à l'agroalimentaire et la grande distribution qui est en train de se développer aujourd'hui, où des citoyens comme nous décident à un moment donné de se dire on ne veut plus laisser ça aux mains de gens dont on sait que leurs intérêts, ce ne sont pas les nôtres. Et on essaye de reconquérir un peu ces espaces à travers l'économie sociale et solidaire. Donc je vous encourage aussi à monter vos propres initiatives sur différents domaines pour essayer de contrer un peu... Les créer et puis soutenir Tout à fait. Les vôtres aussi. Vous êtes les seuls à faire ça Quel bon goût? Non, en fait, il y a beaucoup d'initiatives. Comme je disais, par exemple, nous, dans le quartier, il y a un listing, il y a quelque chose, une liste qui existe ou pas pour pouvoir... Alors, un listing, je sais pas. Je sais qu'il y a de plus en plus d'articles maintenant sur les circuits courts. Ouais. C'est vrai que les pionniers dans le domaine, c'est quand même les AMAP, et je crois qu'il y a quelqu'un qui interviendra. Qui sont, eux, des associations et qui ont vraiment lancé, en fait, ce mouvement des circuits courts. Après, il y a, par exemple, nous, dans notre quartier, il y a quelque chose qui s'appelle La Grosse Patate, qui est aussi une boutique un peu en circuit court. En fait, dans plusieurs quartiers, vous avez des choses différentes. Il y en a un autre qui s'appelle le Marché sur l'eau. Eux, leur idée, c'était d'aller chercher en bateau, en fait, sur le canal de l'Ourcq, des produits auprès de producteurs pas loin dans la région. Enfin, en fait, il faut se renseigner un petit peu auprès des mairies ou dans les quartiers pour essayer de découvrir dans votre quartier quelles sont les initiatives existantes. Juste par curiosité, ça vous arrive de ne pas pouvoir répondre à la demande ? Alors oui, ça nous arrive tout le temps. En fait, depuis qu'on a lancé le projet, on a une demande énorme dans le quartier, et aujourd'hui, on est obligé de refuser des gens parce qu'en en fait, on ne peut pas répondre à leurs demandes, mais on est en train d'ouvrir une deuxième boutique dans le quartier aussi pour pouvoir justement continuer. C'est encourageant finalement. C'est hyper encourageant, ouais. On sent qu'il y a une vraie motivation de la part des consommateurs aussi. Ouais. Alors, une petite question bête, est-ce que c'est vraiment possible de nourrir tout le monde de cette manière-là ? Alors en fait, je pense que justement, c'est pas du tout une question bête, c'est hyper intéressant. Je pense que effectivement, c'est un gros enjeu parce que, comme je le disais tout à l'heure, comme il y a beaucoup de petits producteurs qui ont disparu et qu'il y en a beaucoup qui disparaissent, la limite aujourd'hui, c'est que si on les laisse disparaître, un jour, non, on pourra plus être en capacité de se nourrir de cette façon. Comme tu l'as, je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, c'était toi, il y a 3% de terres agricoles en bio aujourd'hui, c'est très peu. Nous, l'enjeu, c'est qu'on n'a pas choisi de travailler que avec des gens en bio. On a choisi aussi de travailler, Pour nous, l'enjeu, c'était des petits producteurs locaux, dont certains ont des pratiques finalement qui vont être très proches du bio, voire qui sont en bio, mais qui ne sont pas forcément labellisés en bio. Parce que pour moi, c'est vrai que le label bio, il est hyper important dans la mesure où il a permis de rétablir un lien de confiance. C'est-à-dire que nous, en tant que consommateurs, comme on ne sait pas comment les gens travaillent, on va essayer de passer par un label qui est quelque chose qui nous rassure, parce qu'on a perdu ce lien finalement avec les producteurs. Mais il y a beaucoup aujourd'hui de petits producteurs qui travaillent très bien, mais qui ne sont pas labellisés. Parce que c'est un label qui coûte quand même 2 000 € par an. Il y en a, ils ne vont pas utiliser de pesticides, mais pour autant, ils ne vont pas avoir le label AB. Du coup, en fait, ces petits producteurs-là, je pense qu'ils pourraient encore nous nourrir aujourd'hui, mais que dans quelques années, si on les laisse, si on ne s'intéresse pas à eux, c'est-à-dire que si on ne cherche pas vraiment à les soutenir, effectivement, ils risquent de disparaître. Par contre, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nous, on voit des producteurs qui travaillent avec nous, qui sont des jeunes, qui sont des fois des urbains, qui abandonnent leur métier en ville pour se réinstaller à la campagne. Et il y a un mouvement quand même qui se fait un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire des jeunes urbains qui se disent moi j'ai envie de retrouver ce lien à la terre, je vais m'installer en agriculture biologique ou intégrée, etc.
Et du coup, je pense qu'on pourrait... Alors, il y a plein de rapports qui disent que de toute façon, les petits producteurs sont ceux qui produisent le plus. D'ailleurs, le monde entier est nourri par des petits producteurs. Vous allez dans n'importe quel pays, en Afrique, en Asie, etc., ce sont les petits producteurs qui nourrissent la population. Et ce sont les plus productifs, parce que les gros céréaliers, les gros producteurs dont je vous parlais, souvent ce sont des céréaliers qui vont faire de la culture d'exportation. Donc c'est pas des cultures vivrières, vous voyez, ils sont pas là pour nourrir les gens autour d'eux, ils sont là pour exporter du blé, du céréal à travers la planète. Ça dépend, ouais. En France, c'est vrai qu'on a beaucoup de... Par exemple, en Tunisie, c'est les États-Unis qui fournissent les graines. Donc, Voilà, tout à fait. Tout à fait. C'est plutôt d'ailleurs, quand je parle des gros industriels, il y en a beaucoup en fait finalement en Europe et aux États-Unis. Et qui, pardon ? Ah bah bien sûr, parce qu'en plus ils ont tendance à détruire les cultures vivrières locales. C'est-à-dire que quand on arrive avec des produits à bas coût sur des marchés, mais qui ont été produits de mauvaise qualité et en grande quantité, on va détruire les agriculteurs locaux qui ne peuvent plus vendre en fait leurs produits sur les marchés. Donc en plus effectivement l'agriculture d'exportation, elle a beaucoup d'effets très négatifs. Là c'est un peu moins mon domaine, l'international, mais je pense que ça a effectivement beaucoup d'effets négatifs dans plein de pays. Donc enfin juste pour moi, d'après moi, mais je suis pas une experte, je pense qu'on pourrait tout à fait nourrir la population, et il y a eu pas mal de rapports sur ce sujet qui disent que l'agriculture biodynamique, biologique et vivrière traditionnelle peut tout à fait produire beaucoup et répondre à la demande de la population. Mais on est à un tournant aujourd'hui où ces gens-là risquent de disparaître, quoi. Et on risque d'être nourris à l'industriel.